Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal des 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé les travaux du Conseil des ministres qui s'est déroulé ce matin au palais de la présidence. Toujours dans l'actualité nationale, les initiatives de la Corne d'Afrique, les ministres des Finances se sont réunis et ses pairs de la région. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU sonne l'alarme pour la crise alimentaire au Sahel. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 3e séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 février 2020. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. Écoutons le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 3e séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 février 2020. Il est inscrit à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession de notaire. Étant donné le développement du secteur de l'immobilier, il a été décidé d'accorder les agréments à un certain nombre de notaires. Il s'agit de Mme Halimo Adan Ali, de M. Hassan Dahir Warsama, de M. Hamad Dabal Dileita, de M. Iwad Ali Mohamed, de M. Abdurrahman Abdullahi Sultan, de Mme Ilwad Elmi Mohamed, de Mme Hodan Hassan Bouh, de M. Ali Moussa Mohamed, de Mme Asma Sadiq Sheikh, de M. Hussein Barre Darar et de M. Ali Abiazid Moussa, qui remplissent tous les conditions exigées par la loi, et notamment l'article 18 de cette loi, leur accorde donc l'autorisation ou la licence pour pouvoir ouvrir une étude notariale. La deuxième question est relative à un projet de décret relatif à l'agrément d'une société d'assurance islamique, Tamini Insurance SA. L'essor des banques islamiques à Djibouti constitue une opportunité d'innovation et de développement du secteur de l'assurance en vue de l'élargissement du système financier national et de manière générale l'inclusion financière. La mise en œuvre de produits d'assurance islamique complétera le marché de la finance participative en apportant au secteur bancaire islamique une couverture de la charia pour sécuriser les financements. Dorénavant, les contrats Murabaha commercialisés par les établissements participatifs permettront l'acquisition d'un bien, comme un appartement ou une voiture, qui seront accompagnés d'un contrat takaful. L'entrée en vigueur du système assurantiel en raison de leur conviction religieuse d'intégrer ce système est donc le bienvenu. C'est dans ce contexte que la Banque Salam, la Salam African Bank, a présenté un dossier d'agrément d'une société d'assurance comprenant toutes les pièces juridiques et techniques requises par la réglementation des assurances. La nouvelle société d'assurance dénommée Tamini Insurance SA dispose d'un capital social de 356 millions de francs Djibouti entièrement libéré, soit 3,6 fois le capital minimum fixé par la réglementation. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2020 de l'Agence djiboutienne des routes. L'agence a connu en 2018 et 2019 des changements importants dans son fonctionnement interne, transfert de ses ressources traditionnelles et changement de direction qui ont amené à la mise en œuvre d'une nouvelle impulsion des activités de l'institution et d'une nouvelle approche dans l'accomplissement de ses missions. Dans ce contexte, le budget prévisionnel 2020 de l'ADR est présenté en recettes et en dépenses à la somme de 2 394 millions. Il est en progression de 26% par rapport au budget 2019. La subvention du budget national est à hauteur de 732 millions de francs Djibouti. Les ressources propres proviennent des prestations de services à hauteur de 706 millions de francs Djibouti et les établissements publics d'aménagement foncier rapportent 450 millions de francs Djibouti, ainsi que l'investissement par l'acquisition de véhicules lourds et d'engins de chantier est évalué à 160 millions de francs Djibouti. Réécoutons la seconde partie du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. La quatrième question est relative à un projet de décret portant dispositions particulières
à l'emploi des personnes à besoins spéciaux. Force est de constater que les personnes reconnues handicapées accèdent difficilement à un emploi, que ce soit dans le secteur public ou privé. C'est pourquoi il est important que les employeurs prennent conscience que le handicap est compatible avec l'emploi. Par ailleurs, l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail a été consacrée par la loi numéro 133 de l'année 2005, 5e législature, du 26 janvier 2006, portant Code du travail, conformément aux articles 117 à 120. Le présent projet de décret a pour finalité d'inciter l'embauche des travailleurs à besoins spéciaux dans les établissements du secteur privé et des établissements publics régis par le Code du travail, en mettant en place un quota en fonction de l'effectif de l'entreprise. Le présent projet de décret constituera la base de l'obligation légale d'embauche des personnes à besoins spéciaux. La cinquième question relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Santé. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 29 000 m², située à Balbala Sud, est destinée à l'implantation d'un hôpital pneumophysiologie en remplacement de l'actuel hôpital Chakib. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain. Cette parcelle de 5 000 m², située à Ambouli, route Nelson Mandela, est destinée à l'implantation de l'Agence nationale des personnes handicapées. Enfin, le gouvernement djiboutien exprime sa solidarité avec la République populaire de Chine suite à la déclaration de l'épidémie du coronavirus. La Chine s'efforce de maîtriser cette situation extrêmement inquiétante. Cependant, il est nécessaire pour la communauté internationale de combiner ses efforts avec ceux du gouvernement chinois afin de circonscrire définitivement cette épidémie. Autre actualité nationale, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a présidé aujourd'hui, en fin de matinée, une réunion des finances des pays partenaires de l'initiative pour la Corne d'Afrique à l'hôtel Djibouti Kempinski, avec un ordre du jour chargé cela à porter sur la finalisation des propositions des projets d'intégration régionale, l'adoption du programme de travail de janvier à juin 2020, les préparatifs de la conférence des donateurs qui aura lieu à Djibouti au mois de mars 2020, les préparatifs du sommet de ce lancement officiel d'initiative pour la Corne d'Afrique prévu pour mai et juin 2020, et enfin les arrangements institutionnels pour le fonctionnement de l'initiative. Cette réunion de haut niveau a rassemblé le ministre des Finances de la Somalie, Abdelrahman Bailey, le ministre des Finances de la Planification du Kenya, Hukar Yatani, le ministre délégué des Finances de l'Éthiopie, Dr Eyob Tolina, ainsi que leurs délégations respectives. Cette réunion est le fruit de la collaboration entre les 5 pays de la Corne d'Afrique et 3 partenaires au développement qui sont la Banque mondiale, la Banque africaine du développement et l'Union européenne. Il convient de rappeler que cette initiative pour la Corne d'Afrique est un programme d'intégration économique entre les 5 pays de la Corne d'Afrique afin qu'ils disposent d'infrastructures, rappelons-le, de transport et d'énergie, de communication interconnectées et d'une politique des procédures harmonisées en matière de facilitation des échanges et une réponse commune à la problématique du capital humain, ainsi que de la résilience au changement climatique. Dans son discours, Dr Eyob Tolina, le ministre délégué des Finances de l'Éthiopie, a déclaré que cette initiative va permettre aux pays de la Corne d'Afrique d'ouvrir et d'écrire une nouvelle page de l'histoire, une histoire commune, ancrée dans la même vision, celle de la Corne d'Afrique en paix et prospère. Quant à lui, le ministre kenyan a dans son discours souligné qu'il a maintenant plus d'opportunités pour la Corne d'Afrique de se libérer, de se cycler des sécheresses, d'insécurité alimentaire, d'insécurité de l'eau, ainsi qu'un conflit en renforcement à la sécurité régionale en générant un dividende de la paix, en particulier parmi les jeunes femmes et hommes, et en encourageant plus de choix de coopération transfrontalière. Ainsi, enfin, le ministre des Finances de la Somalie, Abdelrahman Bailey, a dans son discours que la République fédérale de la Somalie a été engagée afin que cette initiative voie le jour. Plus loin, il a ajouté que nos pays peuvent être mis en profit pour stimuler l'intégration, la résilience et ouvrir une nouvelle ère de prospérité permettant aux pays de récolter des dividendes, rappelons-le, significatifs, des initiatives de paix actuelles. La position géostratégique de la Corne d'Afrique par rapport à la mer Rouge, la mer d'Arabie et l'océan Indien et le golfe d'Aden a une importance régionale et internationale importante.
Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a souhaité la bienvenue à ses pairs, le ministre délégué des Finances de l'Éthiopie, de la Somalie, ainsi que celui du Kenya, ainsi que par leurs délégations respectives. Le ministre a tenu à souligner que l'initiative Corne de l'Afrique permettra la stabilité, une intégration économique profonde, laissant apparaître des facteurs interdépendants susceptibles de transformer l'avenir de la Corne d'Afrique. Plus loin, avec un optimisme, le ministre a mis en exergue l'ensemble des questions prioritaires relevant de 4 domaines, à savoir l'amélioration des livraisons entre les infrastructures régionales, la promotion des échanges commerciaux et l'intégration économique, le renforcement de la résilience, le renforcement du développement du capital humain. Santé à présent, où le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a reçu ce matin en audience le directeur régional du bureau régional de l'Organisation internationale pour les migrations pour l'Est et la Corne d'Afrique, M. Mohamed Abdelkader Mahmoud, qui était accompagné du chargé des missions à Djibouti, M. Ashraf Hassan. A noter aussi que l'entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général par intérim, Dr Miike Mohamed Moussa, et du directeur des régions sanitaires. Les discussions ont porté sur le programme conjoint que le département de la santé mène en étroite collaboration avec l'OIM, qui est axé sur le dispositif de prise en charge médicale des migrants en provenance de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée, qui transitent, rappelons-le, par Djibouti pour rallier le pays du Golfe. Ainsi, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a salué le partenaire avec l'OIM pour relever ces défis humanitaires aux côtés des autorités sanitaires afin de garantir une couverture sanitaire universelle. Le ministre a en outre indiqué que tous les migrants en transit à Djibouti bénéficient des mêmes soins, d'assistance et que les communautés locales au sein de nos structures de santé implantées le long du corridor migratoire. Le directeur régional de l'OIM a salué les efforts de Djibouti pour la promotion des droits humains en faveur des migrants, tout en appelant à un renforcement du partenariat avec l'OIM en vue de consolider davantage ses acquis et pérenniser les dispositifs d'aide médicale et d'assistance aux migrants. Autre actualité nationale, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Isman Ibrahim Roble, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a effectué une visite guidée au camp Lémonier. Cette visite guidée par le capitaine US Navy, M. Ken Crow, commandant du camp Lémonier, en présence de l'ambassadeur des USA à Djibouti, M. Larry André. À cette occasion, le ministre du Travail a rencontré les travailleurs djiboutiens avec lesquels il a eu un entretien sur les conditions générales du travail. Le ministre du Travail et son équipe ont constaté que les normes et la législation du travail en vigueur sont respectées par les sociétés opérant à l'intérieur du camp Lémonier. Dans le cadre du développement de la petite enfance, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier de validation du programme du développement intégré de la petite enfance au Sheraton Hotel. Cet atelier, présidé par le secrétaire général du ministère, Mme Anissa Hassan Badon, a vu la participation des responsables des différents ministères sectoriels, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de l'UFD, du HCR, des responsables des écoles, crèches et garderies privées. Au cours de cet atelier, le ministère de la Femme et de la Famille a fait une présentation sur les centres d'éveil
des Demirjouk et Dobok qui vont bientôt voir le jour. Les consultantes du cabinet international Proman, recrutées par le ministère avec l'appui de l'UNICEF, ont également présenté des outils pédagogiques tels que les programmes de développement intégré de la petite enfance et les référentiels des compétences des métiers des formateurs et du personnel d'encadrement des crèches, des garderies et des prochains centres d'éveil. À travers le programme de développement intégré de la petite enfance, c'est-à-dire l'éducation, la nutrition, la santé et la protection, ont la capacité de surmonter et inverser les difficultés des environnements où tous les apports positifs pour le développement n'existent pas et de créer des effets durables au-delà de l'enfance. Pour sa part, la secrétaire générale du ministre est revenue sur les stands des aboutissements de l'atelier de la validation du programme de développement intégré et du développement de la petite enfance. Comme vous savez, le programme de développement de la petite enfance et la protection sont au cœur des programmes du ministère de la Femme et de la Famille. Chers invités, je tiens à vous retracer cette genèse sur le développement de la petite enfance. Afin de répondre aux défis qui persistent dans le domaine du jeune enfant, le gouvernement de Djibouti a avec à sa tête le président de la République qui, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, s'est engagé pour le développement de la petite enfance, pierre angulaire de développement de son capital humain. Cet engagement cadre bien avec les priorités de l'UNICEF dans son plan stratégique 2018-2021 qui met l'accent sur l'importance du développement holistique du jeune enfant dans les centres d'éveil. Mais nous ne commençons pas par le zéro. Le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place d'abord des garderies et crèches depuis 2005, suite à la mise en place d'une politique nationale intégrée de la petite enfance, puis des crèches depuis 2018. Le ministère de l'Éducation nationale a conçu des programmes et mis en place des classes préscolaires, tout ciblant le développement de la petite enfance. Dans cette perspective, le bureau de l'UNICEF à Djibouti a pris l'initiative d'accompagner le ministère de la Femme et de la Famille dans sa volonté de mettre en place des normes et standards pour un programme de développement de la petite enfance de qualité et la mise en place des centres d'éveil. Un processus a donc commencé en juin 2018 suite à un voyage d'études effectué au Rwanda par une équipe constituée des cadres de différents ministères sectoriels de Djibouti et de l'UNICEF dans le cadre de la petite enfance. Toujours dans la même foulée, une consultante internationale de Rwanda a été recrutée en août 2018 pour la conception d'une note conceptuelle pour le pilotage de l'approche intégrée pour le développement de la petite enfance et l'opérationnalisation des termes de référence du comité technique multisectoriel. Dans le cadre de la formation des élèves officiers de la MIA, ce matin, le colonel-major Mohamed Ali Absiye, directeur général de l'Académie, a eu l'honneur d'accueillir une délégation du comité international du Croissant Rouge, le CICR, et des officiers de l'état-major, à savoir le colonel-major Mohamed Kayad Guélé, chef de la division logistique, le colonel Mohamed Elmi Habane, et le chef de bureau des opérations, le colonel Ibrahim, chef du corps RAR 1. Cette visite avait pour objectif de débattre dans le contexte de retour des expériences sur la mission de maintien de paix en Somalie entre les officiers et l'état-major et membres du comité du HCR. À l'ouverture de cet atelier d'échange, de discussion et de partage d'expériences entre les experts du CICR et les différents officiers cadres des FAD ayant des expériences acquises lors de leur déploiement en Somalie. J'ai eu la chance de faire partie des officiers supérieurs ayant servi en Somalie pendant plus de 2 ans et demi et ayant occupé les plus hautes responsabilités. J'essaierai de partager brièvement mon expérience avec les responsables du CICR. Je remercie le CICR pour toutes les formations qu'il donne à nos hommes. Ces formations
sont très importantes car elles permettent à nos hommes sur le terrain, surtout en Somalie, de ne pas être poursuivis en justice, car sans ces formations, beaucoup de soldats commettent des actes illégaux sur le terrain. Écoutons un extrait du colonel Mohamed Ali Obsiye. Je suis très honoré et ça me fait plaisir de vous accueillir ici à l'Académie militaire interarmée d'Arta. Et c'est un plaisir également pour moi de procéder à l'ouverture de cette séance de discussion et de retour d'expérience en matière de droit de conflit armé. Le sujet des droits conflits interarmés est un sujet qui nous porte à cœur et qui est très important pour nous, parce qu'avant on disait la guerre à la guerre comme à la guerre, alors que ça ne se fait plus. On enseigne à nos jeunes officiers qui seront plus tard les hauts cadres des forces armées djiboutiennes ici pour apprendre à faire la guerre, certes, mais à respecter les droits de conflit armé, de respecter le droit international humanitaire. Ils sont souvent sensibilisés pour protéger et faire, disons, dissocier tout ce qui est objectif militaire et les biens bibliques et civils. S'ils savent tout ça, c'est grâce à vous, grâce au CICR. Parce que nos instructeurs, certes, ils font ce qu'ils font, mais on a annuellement à peu près un ou deux séminaires qui ont lieu ici pour appuyer ce qu'ils ont appris. Suite à la demande de la direction de l'école primaire, la Farandole, le centre d'instruction de Cher Moussa, a reçu la visite des élèves de la classe CM2A et CM2B. Cette école, en compagnie de leurs directeurs et enseignants, ont été accueillis à l'arrivée sous escorte de la gendarmerie et de la sécurité routière. Les élèves et leurs enseignants de cette école ont été chaleureusement accueillis par une forte délégation composée, rappelons-le, des officiers supérieurs de la gendarmerie. Après quelques mots et des remerciements de bienvenue au nom du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, les élèves ont été conduits à la place d'armes pour saluer le drapeau national et chanter l'hymne national au son de la musique et aux côtés des deux pelotons de gendarmes, l'un appartenant à la gendarmerie mobile, l'autre au GIGN. À cet effet, les élèves ont été rapatriés en deux groupes. En rang face au drapeau, comme les gendarmes, sont suivis une présentation des moyens spécifiques de la gendarmerie mobile dédiés au maintien et au rétablissement de l'ordre. Ensuite, les élèves ont pu bénéficier d'une autre présentation axée sur les moyens roulants à deux roues appartenant à l'escadron de sécurité routière. À l'issue, les élèves de leur cadre ont été invités à suivre dans l'amphithéâtre du centre de conférence Houch Roble Idli de la gendarmerie une présentation sur les différentes missions de la gendarmerie. Puis, l'un des différentes missions de la gendarmerie est une vidéo sur le métier de la gendarme. L'éducation civique également a été évoquée durant la présentation dans le but de mieux motiver les enfants. Pour la pause, la délégation s'est vue offrir un goûter avant la reprise de la visite de leur côté. Certains membres du GIGN ont présenté aux élèves leur cadre d'entraînement et l'emploi du module de stimulation de tir de la gendarmerie.
théâtre, et puis voir une vidéoprojection faite par les modiques simulations de tir de la gendarmerie. Quelques-uns parmi les élèves ont pu s'initier au tir sur les simulateurs. Pour clore la visite, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire les a ouvert ses portes. Et enfin, les responsables de l'école ont vivement remercié la gendarmerie et en premier son chef, le colonel Zakaria Hassan Aden, pour l'accueil chaleureux et la visite guidée qui a été très riche en découvertes. Sous le haut commandement de la garde-côte djiboutien, le colonel Waes Omar Bourré, et du commandant de la base logistique de l'armée populaire de la libération de la Chine à Djibouti, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, s'est tenu à la direction des opérations de la garde-côte 6 au port de pêche, une cérémonie de clôture de la première édition d'une formation maritime conjointe sino-djiboutienne. Le capitaine de vaisseau supérieur Li Liang, commandant de la base logistique de l'armée populaire de la libération de la Chine, a remercié pour l'accueil chaleureux réservé lui ainsi qu'à sa délégation. Félicité tous les officiers et sous-officiers militaires du rang sino-djiboutienne avant d'insister à son toute importante sécurité. Cette formation, rappelons-le, qui va dans son doute à l'avenir développer les relations de coopération et de coordination entre les deux institutions. Le premier exercice maritime conjoint entre nos deux parties. À ce propos, je tiens à exprimer ma considération distinguée à tous les militaires de la garde-côte de la République de Djibouti. J'ai éprouvé mon admiration pour le colonel Bourré de son initiative et effort d'amplition pour cet exercice conjoint. Je suis convaincu que sous la direction du colonel Bourré, la garde-côte accomplira des progrès plus majeurs et jouera un rôle de plus en plus important pour la stabilisation de la région du Golfe d'Aden. Sur la foi du contexte de la relation du partenariat stratégique de nouvelle époque, je tiens à joindre la main avec le colonel Bourré à nos efforts d'élever le niveau de la coopération et la communication bilatérale. Pour sa part, le colonel Waes Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a rappelé l'importance de cette formation maritime conjointe sur les techniques de contrôle, d'abordage et d'arrestation des navires suspects en mer, qui va renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes de nos agents, membres d'unités destinées d'investir dans les opérations complexes, de lutter contre la piraterie et le terrorisme maritime, mais aussi dans les interventions sur les prises d'otages à bord des navires. Je vous propose de l'écouter. Nous venons d'assister ensemble aujourd'hui à une démonstration technique conjointe de haut niveau entre l'équipe d'intervention rapide commando de la garde-côte et les membres de la base logistique de l'armée populaire de libération de Chine, pays frères et amis. Cette très belle démonstration réussit, bien sûr, à tout point de vue, et le résultat logique d'une formation qui a duré 3 mois sur les techniques de contrôle d'abordage et d'arrestation d'un navire suspect en mer, afin d'assurer efficacement la sécurité et la sécurité des domaines et approches maritimes. Cette formation spécialisée va renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes des agents membres des unités spéciales commando de la garde-côte destinées
à investir dans les opérations complexes de lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime. Il s'agit là d'un témoignage puissant de coopération et de collaboration qui lie entre nos deux pays frères et amis, la République Djibouti et la République populaire de Chine. Je souhaiterais de ce fait vous remercier, Monsieur le Commandant, et adresser mes sincères remerciements à vous, capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, commandant de la base logistique chinois à Djibouti, qui a tout mis en œuvre pour la mise en place et le bon déroulement de cette formation. Thank you so much. Et dont la cérémonie s'est achevée par une démonstration et la remise des certificats et des médailles aux stagiaires sino-djiboutiennes par le colonel Waes Omar Boré, commandant de la garde-côte, et le capitaine de vaisseau supérieur Ling Yang, commandant de la base logistique de l'armée populaire de libération de la Chine. Eh bien, comme je le disais, c'était des techniques destinées à investir les opérations complexes, comme je vous le disais, de lutte contre les pirateries et le terrorisme maritime, mais aussi dans les interventions sur les prises d'otages à bord des navires. Insister l'importance des sécurités, cette formation qui va sans doute dire à l'avenir développer les relations de coopération et de coordination entre les deux institutions. Dans l'actualité internationale à présent, la situation est de nouveau urgente au Sahel, dans la partie nord de l'Afrique, alors que des millions de personnes sont confrontées à un manque critique de nourriture et de moyens de substances vitaux, ont dénoncé lundi les Nations Unies qui déplorent que le nombre de gens touchés par cette crise alimentaire a augmenté depuis un an, entre autres en raison de l'insécurité et de l'impact des changements climatiques. Selon les dernières analyses du cadre harmonisé sur la sécurité alimentaire et malgré une production agricole globalement satisfaisante, plus de 3,3 millions de personnes ont besoin d'une assistance immédiate dans le centre du Sahel, indiquant l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est dans l'édition de 22h.